et Dieu créa la femme. Sous le soleil qu'elle était belle, bien plus qu'une fille pour l'été. Et c'est au cœur du Var qu'un paisible petit port de pêche, pas connu pour la pêche d'ailleurs, attire depuis plusieurs décennies les stars du monde entier. Depuis les années 50, ces stars sont venues poser leurs valises dans ce petit coin de Provence qui était réputé pour sa douceur de vivre. Les villas des milliardaires se cachent dans les parcs derrière les pins parasols. Le vieux port a pourtant su garder tout son charme. Les célèbres pointus des pêcheurs ont tout de même cédé quelques longueurs de quai aux yachts des milliardaires qui sont venus jeter l'ancre à Saint-Tropez pour le plus grand plaisir des touristes. Il était logique que les réalisateurs viennent poser leurs caméras dans ce cadre enchanteur. Saint-Tropez connaîtra donc un avant, un pendant et surtout un après Dieu créa la femme, qui participera à la naissance du mythe, Brigitte Bardot. Le cinéma à Saint-Tropez est une activité, et je dirais une rencontre de grande importance pour nous. Saint-Tropez, petit village de 5500 habitants, tout petit territoire a cette chance exceptionnelle d'une notoriété mondiale. Et nous faisons en sorte de conforter cette image de Saint-Tropez, cette notoriété plutôt, en lui donnant justement, en revenant à des images conformes avec la réalité de ce Saint-Tropez, je qualifierais d'historique, les peintres de la fin du XIXe siècle, le monde des arts et des lettres entre les deux guerres, Saint-Germain-des-Prés, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis tout de suite derrière Saint-Germain-des-Prés, voilà qu'arrive Vadim, Bardot et Dieu créa la femme à Saint-Tropez, et derrière, bien sûr, le monde du cinéma qui côtoie, qui fréquente Saint-Tropez assidûment. Et nous tenons beaucoup à ce que cette valeur, je dirais, de l'image soit portée par Saint-Tropez, par l'institution, par la collectivité et la communauté. On parle beaucoup de Et Dieu créa la femme, film mythique sorti en 1956, comme étant le film qui lança Saint-Tropez. Alors c'est vrai que le film est mythique, qu'il a joué un rôle social très important dans l'histoire du cinéma, mais c'est un peu oublié aussi que Saint-Tropez est une cité qui a attiré les réalisateurs et les acteurs bien avant Et Dieu créa la femme. On parle souvent des films d'André Hugon, sortis en 32-33, Morin des Morts et l'illustre Morin, ou même un peu plus vieux, le film La Servante de Jean Chou, sorti en 1929. Même Jacques Tati vient à Saint-Tropez tourner un film sur le football sur une plage en 1924. Pas oublier que Colette vend sa maison à Charles Vanel en 1939. Donc il y a toute une culture comme ça du cinéma à Saint-Tropez avant Et Dieu créa la femme. Saint-Tropez, c'est un petit paradis, pas que pour les Tropéziens, heureusement. Et les metteurs en scène, les producteurs se sont aperçus de très bonne heure quand moi-même n'étais pas encore né. Et on y tournait déjà des films muets, sur les tartanes, sur le port, sur les travaux. Et puis des petits films que, bien entendu, on a perdu la trace. Saint-Tropez, le cinéma, c'est une très vieille histoire. D'abord, je pense que le premier atout de cette petite ville, qui était quand même assez isolée, c'était sa lumière, qui était formidable. À l'époque, les gens n'avaient pas les cinéastes n'avaient pas les possibilités techniques qui existent maintenant. Et puis il y avait un second atout, c'est que Saint-Tropez était quand même assez proche des studios de la Victorine qui venaient de s'édifier à côté de Nice. Les scènes principales étaient tournées en studio et après les extérieurs étaient réalisés à Saint-Tropez. Il faut dire aussi qu'avant-guerre, la Provence, elle jouit d'une espèce de, disons, d'attrait. La Provence, c'est à 2 pas maintenant, c'est à 4 heures de TGV, mais à l'époque, quand même, c'est une nuit en train bleu. C'est l'exotisme, c'est l'ailleurs. Et l'introduction des congés payés en 1936 va précipiter cet état d'esprit. Je me souviens notamment, avant la guerre, un film qui s'appelait Firmin, le muet de Saint-Pataclé. Les scènes qui étaient tournées étaient sur les bateaux, bien sûr, et puis dans le musée de l'Annonciade, qui, lui, n'était pas encore un musée, mais une salle pour couper les voiles et pour les coudre pour les bateaux qui étaient dans le port. Et il y a eu ce film qui s'appelait Aloha, le chant des îles. C'était une extraordinaire histoire de naufrage
dans les îles du Pacifique. Évidemment, bien sûr, il y a loin entre les pins parasols qui sont superbes de cette côte et les cocotiers qui sont censés peupler les rivages des îles des mers du Sud. Mais néanmoins, on avait fait tout un ensemble et on avait même sculpté des divinités polynésiennes, etc. Et les pêcheurs du Gru s'étaient transformés en meneurs de pirogues. C'était assez pittoresque comme... Et depuis, l'établissement le plus célèbre du coin s'appelle toujours Tahiti, en souvenir de ce film. Et puis quand il est arrivé la guerre, bien sûr, c'était beaucoup plus difficile, mais nous n'étions pas occupés ici. La France était occupée dans le nord, mais pas dans le sud. Et tous les studios de Paris, à part ceux qui avaient accepté de collaborer avec l'occupant, les gens sont venus à Nice, au studio de la Victorine, et ils ont eu des crédits pour faire des films, notamment Le Soleil a toujours raison. Dans ce film, il y avait des artistes très connus, notamment Tino Rossi, il y avait Pierre Brasseur, Delmont, Micheline Presne et Charles Vanel. Tu sais, parfois j'en crève encore. Les studios de la Victorine verront le jour au début du siècle dernier quand un dénommé Sandberg achète 7 hectares aux environs des studios Gaumont de Nice. Rapidement, ce nom devient incontournable pour tous les tournages se passant dans le sud de la France. La Victorine, à cette époque, était un studio accueillant, gentil, où on travaillait et où on trouvait tout. On trouvait des équipes, on trouvait du matériel, puis on fabriquait des équipes. J'ai fait, je crois, 11 films à la Victorine. Alors je retrouvais les mêmes machinistes, électro. C'était une vie d'équipe. C'était une base de cinéma. Et Saint-Tropez, c'était un lieu de plaisir. J'y suis retourné, rassurez-vous. Je fais partie de la commission PACA, c'est-à-dire pour soutenir les films sur la Côte d'Azur. Il y a Cannes, il y a Antibes, il y a des tas de villes qui en font partie. Nice n'en fait pas partie. Et la Victorine n'en fait pas partie. Vous voyez, il y a une chose qui est très importante pour les lieux comme Nice et Saint-Tropez. Quand on tournait dans la rue, tout le monde venait nous regarder et était heureux. Maintenant, quand on tourne dans la rue, les commerçants sont furieux et demandent des dommages parce qu'on les empêche de faire les affaires. Alors on va dans les villages de l'arrière-pays où la gentillesse, la joie de vivre existent toujours. Voilà. Dès que la paix revient en 1945, les réalisateurs et les acteurs reviennent immédiatement à Saint-Tropez. En 1947, Alexandre Ezoué, le réalisateur qui vient de terminer L'Idole avec Yves Montand, décède à Saint-Tropez. En 1953, c'est les Corsaires du Bois de Boulogne qui sont tournés ici, avec Denise Gray, Raymond Bussière et Georges Lautner était assistant réalisateur. Un charmant couple de chanteurs des Russes en public va tenter un coup de pub en coupant des arbres au Bois de Boulogne pour se fabriquer un radeau et échouer l'embarcation dans le port de Saint-Tropez. On découvrira dans ce film un jeune débutant qui sera la star d'une série de films tournés à Saint-Tropez, Louis de Funès. Les troncs d'arbres, c'était au Bois de Boulogne. Il fallait trouver la mer, et la mer, on l'a trouvée à Saint-Tropez. Et là, les aventures ont commencé parce que c'était très amusant, ça n'était pas de la tarte. On a tourné. Et puis, il y a eu un orage comme il y a dans le Midi. Et Saint-Tropez a été inondé. Il a été inondé à tel point qu'il y a même un jeune homme qui a été noyé dans un caniveau. Il est passé dans une bouche d'égout, un truc comme ça. Ça a été... Alors, pour un film marrant, on était plutôt catastrophé. Et le film a été arrêté. Et on est revenu en novembre. Et là, en novembre, on a eu un soleil radieux. Et on a tourné le fameux radeau avec les arbres du Bois de Boulogne. On avait monté un podium avec toutes les personnalités soi-disant locales et départementales et ministérielles. Et le long du quai, là, près de ce bateau noir, il y avait un radeau, comme le radeau de la Méduse. Oui.
tout décoré, et on le mettait à la mer. On faisait la signification qu'ils allaient partir à l'aventure. Et je me souviens que c'était le 21 novembre, parce que c'était l'anniversaire de ma femme, qui était avec moi là-bas. Alors il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et le 21 novembre, j'étais dans l'eau pour orienter le radeau, pour qu'il pivote en fonction de la lumière, du soleil, et pour le jeu des comédiens. Pour moi, c'est un souvenir d'abord pluvieux et gris, puis ensoleillé. Et ensoleillé pour deux raisons. D'abord parce qu'on a fait ce film dans une atmosphère de joie et de rigolade, et qu'après j'ai continué à travailler avec Norbert, et la joie s'est répertoriée. Et je crois que Norbert m'a beaucoup influencé dans le côté déconnant. Rapidement, Saint-Tropez devient une marque à part entière. Le nom de ce petit village trouve rapidement sa place en haut des affiches. Et c'est Marcel Moussy qui va ouvrir le bal en réalisant son film Saint-Tropez Blues avec un couple de jeunes débutants, Jacques Higelin et Marie Laforêt. On pourrait se poser la question, pourquoi tous ces réalisateurs, tous ces cinéastes aiment être à Saint-Tropez? Je pense que tout d'abord parce que le lieu est préservé. Le site de Saint-Tropez est classé depuis 1928. Lorsque les Allemands ont fait exploser le port en 1944, le port a été reconstruit à l'identique. Donc on a là un décor naturel, ancien, préservé, qui fait que Roger Vadim trouve à La Ponche une petite maison qui est parfaitement adaptée à son tournage. Les maisons du port ne sont pas des grands immeubles comme on peut trouver dans d'autres villes. Et puis également le sentier du littoral, tout ce littoral très préservé, ces grandes propriétés où les paysages sont vraiment adaptés à un certain nombre de films. Et les réalisateurs qui aiment bien également vivre là ont le décor sous la main. L'hôtel de la Ponche deviendra un lieu mythique et son histoire se confondra avec celle des nombreuses stars venues tourner à Saint-Tropez. La Ponche a été un petit bar de pêcheurs dans le quartier le plus pauvre de Saint-Tropez, le quartier des pêcheurs, complètement défavorisé, un peu abandonné, que les Tropéziens n'avaient pas habité du tout. Et maman qui était née, qui avait été élevée dans ce quartier, aimait cet endroit profondément. Et en 1938, elle a eu la chance avec mon père de pouvoir acheter le fonds de commerce d'un petit bar qui s'appelait La Ponche, dans le quartier de La Ponche, c'est le même nom, juste au-dessus de la plage de La Ponche, où s'amusaient tous les petits-enfants du quartier et où les pêcheurs avaient leur bateau. Ce petit bar de pêcheurs est devenu très célèbre après la guerre parce que le port a été détruit par les Allemands. Et donc, tout le monde avait envie d'oublier la guerre. Le port n'étant plus gérable pour quelques années, tout le monde s'est réfugié à La Ponche. Tout le Saint-Germain-des-Prés de l'époque a débarqué avec Boris Vian en tête et qui a donné à mon père et à ma mère l'idée d'ouvrir une boîte de nuit dans une grange que mon père avait achetée à son retour de la guerre. Et dans cette grange, ils ont créé une boîte de nuit qui s'est appelée Saint-Germain-des-Prés-La Ponche. Et ensuite de quoi, cette boîte de nuit a continué jusqu'en 1959. Et dès 1957, on a ouvert la première partie de l'hôtel où on a reçu donc Françoise Sagan. Elle venait chaque année, très fidèlement, 2 fois par an, mai, en juin ou en septembre. Et ce qu'il y avait à l'époque qui ne gâchait rien, c'est que le paparazzi était une espèce absolument inconnue. On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait, où on voulait. On était absolument tranquille. Des gens comme René Clair ou autres, ou Charles Vanel étaient des gens tout à fait abordables qui ont laissé un souvenir très, très attendri chez les Tropéziens parce qu'on pouvait les voir, on pouvait les fréquenter. Et puis, vous savez, nous, les artistes, ils ne venaient pas que pour tourner. Ils étaient venus jeunes faire la fête. Ils n'étaient pas encore artistes. Claude François, Mouloudji, quand ils ont été adolescents ou jeunes gens, ils sont venus en vacances ici. Alors, ils jouaient avec nous comme Gérard Philippe, il jouait au volley. Moi, j'étais dans l'équipe de volley de Saint-Tropez. Ils venaient jouer avec nous à la plage. Donc, d'autres allaient avec des copains à la pêche. Bien sûr, ils allaient jouer au boule, faire des bouillabaisse. Orson Welles venait ici admirer les bravades de Saint-Tropez. Il a croqué des moments de la bravade de Saint-Tropez, assis à cette terrasse.
Et un maire de Saint-Tropez les a achetées et elles sont maintenant affichées dans le local de la Bravade en face de l'église. Donc il s'est installé sur le port, il a dessiné la bravade et il a raconté la bravade à sa fille. Et un jour, j'ai appris que ce manuscrit était à vendre aux enchères à New York. Et donc, je l'ai appris trop tard pour essayer de réunir les fonds. Et j'ai écrit à Rebecca Wells pour essayer d'en avoir une copie au moins parce qu'on ne savait pas à qui allait l'acheter ou ce que ce manuscrit allait devenir. Et donc, je lui ai écrit, elle m'a répondu très gentiment et on a pu avoir une copie que j'ai donnée au CEPLUN, au Gardien des Traditions de Saint-Tropez. Et ensuite, il est devenu un livre. Et un jour, par hasard, une de mes amies qui était en voyage à Washington, dans un musée, elle a trouvé Les Bravades de Saint-Tropez par Orson Welles et elle m'en a ramené un exemplaire. Mais elle ne connaissait pas l'histoire, elle ne savait pas du tout que j'étais intervenue. Oui. Mais voilà, Saint-Tropez est fait de ces petites choses-là. Ludovic, une lettre pour toi. Ça va te coûter, Ludovic. C'est urgent. Il y a un cachet officiel. Ça, je l'aurai, ça, je l'aurai. Ça, je l'aurai. Rien de grave, au moins. Oh, oh, oh. Je suis muté dans le Var avec un galon de plus. Maréchal des logis-chefs. En 1964, Saint-Tropez sera le décor d'un petit film avec Louis de Funès. Devant le succès public, naîtra une série de films devenus aujourd'hui cultes. Et là, il y a un petit disons, phénomène. Les gendarmes, ça montre un peu une société qui veut revenir aux valeurs d'un temps, qui est un peu rigoriste, etc. La chasse aux nudistes, il y a tout cet ensemble. Et puis alors que c'est complètement d'ailleurs, en plus c'est surréaliste, c'est complètement dehors de toutes les idées normales, parce que quand on voit cette équipe des gendarmes, on voit une bande de vieux dinosaures, alors que depuis des années, déjà, on s'est attaché à rajeunir les cadres de la gendarmerie. Bon, c'est des gendarmes des années 30 qui nous sont montrés dans ces petits films. Regardez-nous! Là! J'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ce sera tout, messieurs. Je suis arrivé sur les gendarmes parce que je jouais avec De Funès un spectacle de Robert Derry qui s'appelait La Grosse Valse. On jouait ça. Et au moment des vacances, au moment où on a arrêté La Grosse Valse, De Funès me dit « J'ai un petit truc, là, on me propose un petit film à Saint-Tropez, petit film 3e zone, mais est-ce que ça vous dirait de... » J'ai dit « Louis, bien sûr, avec vous, c'est comme ça que je suis arrivé sur les gendarmes. » Ouais! Qu'est-ce que c'est? Chef, une lettre pour vous. Vous allez voir, vous allez être content. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai ouverte, chef, ça je vous jure. Comment? Mais oui. Ah, mais ça, c'est la meilleure, ça. Si jamais c'est une mauvaise nouvelle, ça va vous coûter cher, vous allez voir. Oh, elle est bonne. On s'est connus grosso modo au cours Simon. Le patron, René Simon, nous dit un jour, on va faire une revue. Vous voulez pas écrire des sketchs ou des chansons? Oh, bah, on dit, si vous voulez. Et on a écrit des sketchs et des chansons. Et on est allé jouer cette revue à Cabourg. Et donc, ça a marché du tonnerre. Et quand on est revenu à Paris, Simon a dit bah oui, mais personne ne l'a vu. Alors, lundi, il a pris un jour d'horloge au Théâtre de Paris. Et on a joué la revue au Théâtre de Paris. Et justement, il y avait dans la salle ce jour-là Robert Derry qui allait jouer Pomme à l'anglaise, qui vient nous voir et qui nous dit « Est-ce que ça vous intéresserait de jouer avec moi ?» lui, c'est notre rêve, les Broquignoles. Il dit, à une condition, vous gardez ces noms. C'est comme ça qu'on a gardé grosso modo. Le tournage du premier gendarme s'est passé merveilleusement. Parce que d'abord, on se découvrait. Bon, grosso,
je le connaissais, De Funès, je le connaissais, Christian Marin, que je ne connaissais pas, et puis Lefebvre. Tiens, ouais. Faut que j'aperçoive la silhouette d'un gradé. T'as raison, Albert. Il va falloir y aller, hein. Tu crois? J'avais déjà plusieurs fois tourné avec De Funès, notamment dans Les Tortillards sont là, et surtout dans Pouic Pouic. Et comme Pouic Pouic a précédé de peu Les Gendarmes, tout ça s'est arrangé. J'ai donc été versé de Pouic Pouic dans Les Gendarmes. De Funès avait envie de son équipe. De Funès était un anxieux, donc il avait besoin de gens qu'il connaissait. Il insistait pour que ce soit toujours la même équipe, la même brigade. Parce qu'il se reposait sur l'un et sur l'autre. Quand je dis se reposer, dire ça de Funès, il ne se reposait pas. En fait, je veux dire, il était en confiance, en sécurité. Il était très... C'est comme un peloton de course cycliste, c'est le leader. Hein, on était là et on avait chacun notre numéro, on avait chacun la possibilité d'exprimer, de s'exprimer, hein, de montrer notre personnalité, sans pour cela nuire au chef de ligne. De Funès n'a jamais été un tyran pour le texte pour lui et pour le nôtre. Ah, je suis amusé. Et tiens, moi, regardez. Allez-y, à vous. Non, restez assis. My flowers are beautiful. Très bien, à vous. Your flowers are not beautiful. Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation? My flowers are beautiful et my flowers are not beautiful. Vous voyez? Alors, traduction. Non, restez assis. Mes fleurs sont belles. Très bien. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. Voilà. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos flowers sont tartes. Tartes, miaou. Excuse me, I am sorry. Sortez. Motif réponse en adjudant. Là. C'était difficile de garder son sérieux en face de Funès, mais lui aussi, il avait du mal, parce qu'il était très rieur. Alors, quand il sentait que le rire arrivait, il donnait des coups. Il me donnait des coups. Un jour, on est sorti de scène, je lui ai dit, un de ces jours, je vais vous en foutre une, moi, hein, parce que je ne l'ai jamais tutoyé. Il m'a demandé un jour, Maudron, allez, tutoyez-moi. Non, Louis, je peux pas. Your attitude is not just. Sortez. Oh, chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Non, sortez. Sortez. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation. Le tournage sur place se passait merveilleusement bien parce que les gens de Saint-Tropez nous aimaient beaucoup. Le premier, bon, ils nous découvraient, mais après, ils nous aimaient beaucoup. C'était relativement bon enfant. Il n'y avait pas de fans qui nous sautaient dessus. Nous n'étions pas des inconnus. De Funès était déjà bien connu, Galabru aussi. Nous étions un tout petit peu quand même, mais on n'a pas subi les foules de fans qui nous sautaient dessus pour nous demander des autographes. Nous étions presque à la limite, c'était devenu une habitude, on était intégrés. On appartenait à la gendarmerie de Saint-Tropez. Oui. C'est bien que lorsque ma femme est venue dans le gendarme de Saint-Tropez, elle avait tourné la voiture en plein milieu de la route, et moi je suis arrivé. Et puis j'ai collé mon ventre juste à la hauteur. Elle a été, pas terrorisée, mais très gênée. Elle a cru que c'était un vrai gendarme. Donc, vous voyez, je lui ai dit, mais c'est moi. Elle fait, oh, pourquoi tu ne pouvais pas me prévenir? Elle ne m'avait pas vu venir de loin. Et je vous dis qu'on s'amusait quelquefois à placer nos mains derrière le dos et nous balader comme ça. Vous voyez le nombre de voitures qui ralentissaient. Alors, vous dire, on était intégrés, on jouait à la pétanque. C'était... Non, puis les gens, on était un petit peu de la famille de Saint-Tropez. Le gorille est très souvent apparu dans le cinéma français, en tout cas tout ce qui a été tourné sur Saint-Tropez. Cet endroit a été fondé par mes arrière-grands-parents en 1929, dans la partie justement dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cet endroit apparaît très très souvent dans la série des gendarmes. Et notamment, je crois, dans le tout premier, donc dans le gendarme de Saint-Tropez,
c'est pratiquement un des premiers établissements que l'on voit. Et De Funès y rentre d'ailleurs pour mettre une prune au patron du resto. Je vous offre le pastis. Non, c'est ma tournée d'inauguration. Dites-moi, l'affichette réglementaire sur la répression de l'ivresse publique, où est-elle apposée? Ah, on vient de refaire les peintures. Oh. Ah, voilà. Alors, vous vous appelez? Pourquoi le gorille est tellement ancré dans la vie tropézienne au même titre que Sénéquier, par exemple? Parce que les fêtards, les noctambules, les noceurs, les gens qui descendaient de Saint-Germain-des-Prés et autres touristes avaient plaisir à venir se restaurer pendant la nuit, ici, où l'on trouvait une ambiance très très conviviale. Et puis en plus, nous étions donc le premier et le seul restaurant de nuit à cette grande époque. Mon oncle, donc, qui gérait toute la partie noctambule, avait l'habitude de les protéger. Il l'avait dit d'ailleurs dans son livre. Et quelque part, on a toujours pris le relais, que ce soit ensuite ma mère, mes cousins et moi-même. On a toujours pris le relais pour que ça soit fait comme ça et que cela reste comme ça. Et jusqu'aux dernières années, où nous avons continué donc à travailler la nuit entière, même moi, avec ma petite taille, mes petits bras et tout ça, j'essayais de faire en sorte que chaque personne qui soit connue ne soit pas embêtée, ne soit pas importunée. Et puis finalement, la nuit, c'était quand même, somme toute, assez rare. Donc on était quelque part un peu entre amis. Chaque personne connue qui venait au Gorille, eh bien, c'était comme si elle retrouvait un petit peu sa maison chaque année. On n'a pas été embêtés. Les gens étaient très discrets. Et on tournait Place des Lys, on a tourné sur des routes. On n'a jamais été embêté par les gens. Pour tourner à Saint-Tropez, on avait un contrat de 16 semaines. Et des fois, on faisait du dépassement, on faisait 4-5 semaines de dépassement. C'était le bon temps. Maintenant, on fait un film en une semaine. Au début, j'allais à l'hôtel qui était à côté, c'était le père d'Aubourg, Aubourg le gardien de but, qui était là, puis après je louais des maisons. Je ne sais pas, certains camarades habitaient le Byblos, Galabru il habitait une villa, Grosso, moi j'habitais une petite villa aussi, juste à l'entrée de Saint-Tropez, là sur la droite, dans les vignes, c'était là. Et puis on était vraiment très 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 libres, on allait à notre travail tranquillement, en gendarme. Ben oui, il y avait naturellement de la part du côté de la troupe, des comédiens, des techniciens, un côté aussi familial. Ainsi, non pas pour parler de moi, mais j'ai tourné à Saint-Tropez avec ma femme et 3 de mes enfants. J'avais 2 petites filles et un petit garçon. J'avais loué une petite villa dans les vignes, alors eux, ils vaquaient à leurs occupations d'estivants, à la plage, et moi, je faisais le gendarme toute la journée. Et Galabru était avec son épouse, ses enfants, Lefebvre aussi, tout le monde, Grosso, et tout se passait très bien. Mais félicitations, mon adjudant-chef. Ils l'ont nommé, ça nous en fait 2. Ça va être gai. J'ai rien dit, moi. Une petite partie de boule ce soir? Ah non, ce soir, il ne peut pas. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pour vous parler du côté familial, auquel De Funès était fort attaché, je devais remonter sur Paris pour essayer un costume dans un film. Et malheureusement, j'avais donné ma réponse. Je serai là le mardi ou le mercredi, mais je ne sais plus très bien. Et j'avais répondu à la production, oui, je viendrai essayer ce costume. J'étais trop content de faire un film. Et je déjeunais avec De Funès. Et De Funès me dit, c'était je crois le vendredi, il me dit, vous êtes content, Marin, vous... Lundi, mardi, mercredi, tranquille, vous ne tournez pas. Hein. Vous allez pouvoir être avec vos enfants, vous allez aller à la plage avec votre dame, puis vos enfants. Et,
Et je dis, oui, mais malheureusement, je suis obligé de remonter sur Paris pour essayer un costume. Quoi? Vous allez remonter sur Paris pour... Non, mais c'est là. Vous allez remonter sur Paris. Alors, il me fait la description de l'homme qu'il est, de tout ce qui se passait auprès de lui quand il était débutant. Parce qu'on devait le traiter comme ça, vous allez là-bas. Et je connais bien le système hiérarchique du cinéma. C'est l'assistant, premier assistant, il fait « J'ai fait venir Christian Marin de Saint-Tropez. Mon chef, mission accomplie. » Il me dit « C'est mission accomplie. » Il se place. Hein. Alors moi, je trouve que vous ne devriez pas aller. Mais je lui dis « J'ai quand même promis. » Écoutez, et il appelle un assistant qui communique avec le producteur. Et le producteur téléphone à Paris en disant « Monsieur de Funès a demandé que Monsieur Christian Marin ne monte pas essayer son costume, car il a besoin de lui ces 3 jours. » Je dis « Mais Marin, vous allez vous reposer au soleil. Au soleil. » Je dis pas. Au début, pour les intérieurs, on a tourné à Nice. Oui, à Victorine. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'aéroport à côté. Ah, comme c'était très mal insonorisé, vous perdez un temps fou, donc on est venu tourner les intérieurs à Paris après. Monsieur! Gilles! Excusez-moi de vous réveiller. Les années passent, la digestion se fait difficile. Oui, ben, Gilles. Pardon? Oui, mais colonel. L'esprit se refuse à admettre que les organes le trahissent. Nous vivons une époque impitoyable. Il faut être lucide, Cruchot. Mais je me sens bien, moi, mon colonel. Garde à vous. Pardon. Rassemblez tous vos hommes! Je vais leur parler! Demi-tour! Alors, exécution! Rassemblement! La lassitude sur les gendarmes, moi je ne l'ai jamais eu. C'était vraiment un bonheur d'aller tourner là-bas. La seule chose que j'ai regrettée, c'est dans le gendarme à New York, on a juste été un jour à Saint-Trope et un jour à la fin pour faire le défilé. C'est tout. Et on a voyagé sur le France. La traversée a dû s'effectuer en 4 ou 5 jours. Les premiers jours, on était sur le pont, habillés, costumés en gendarmes. Et les Américains qui voyageaient nous prenaient pour des douaniers. Vous avez fini de faire le clown? C'est pas le clown, chef, je suis emmêlé, là. Alors démêlez-vous, ça sort, vite! Oui, chef. Cruchot! Je suis très mécontent! Les Italiens sont au complet, eux, et ils nous larguent! Moi, j'ai un absent et 2 comiques! Je vouais. Oui, chef. Vous ne le dites à personne, hein? Non, non, chef. Oh, merci, vous êtes gentil. Je vous remercie, chef. Le commandant du France avait eu la très bonne idée de passer le film Le gendarme de Saint-Tropez sur le cinéma du France. Et nous, on était en train de tourner dans les couloirs. Et on arrive à un ascenseur, et il y a 2 petites mémés américaines qui sortent, qui hurlent, parce qu'elles venaient de nous voir au cinéma, elles nous voyaient là. Elles croyaient qu'elles étaient folles. Ils ont reconnu tous les acteurs. Ces fameux douaniers étaient devenus les gendarmes de Saint-Tropez. Attention, attention. L'exercice de sauvetage est maintenant terminé. Nous vous remercions d'y avoir participé. J'y suis allé il y a 2 ans, 3 ans, oui. Et puis
je suis passé devant la gendarmerie. Et à peine avais-je mis les pieds, naturellement, vous vous en doutez, il y avait des touristes. Alors là, des jeunes filles, des jeunes gens. Oh, monsieur Marin, vite, une petite photo. Oh, monsieur, on me poussait les enfants. Je tenais des petits enfants dans mes bras, devant la gendarmerie. Et cette gendarmerie est devenue naturellement très célèbre. Hein. C'est un monument. Hein. C'est le Louvre de Saint-Tropez. Mais je vois dans des jeunes comédiens, pour eux, c'est comme si on avait vécu le paradis terrestre. Hein. Les jeunes comédiens disent « T'as eu de la chance d'être dans le gendarme. T'as eu une chance. Oh, que c'était formidable les années 60. C'était la belle... C'était pas 1900, mais c'était la belle époque. La belle époque. » Quant au bâtiment de la gendarmerie nationale, qui est le bâtiment, le lieu le plus photographié de Saint-Tropez. On vient du monde entier et en passant par là, on se fait photographier devant le bâtiment marqué Gendarmerie nationale. Alors nous, il appartient à la ville. Nous allons le réhabiliter, il en a bien besoin. Sera réalisé au rez-de-chaussée un espace réservé, je ne dirais pas le musée de la gendarmerie, mais un rappel dans tous les cas, une mémoire de nos fameux gendarmes de l'époque. Et puis le reste du bâtiment sera consacré aux arts et aux traditions de Saint-Tropez. Il y aura là une bibliothèque, les archives. Voilà comment nous comptons faire perdurer cet éclat de rire mondial qui nous vaut encore une fréquentation de gens de tous les peuples du monde entier qui viennent essayer de rigoler encore un peu à Saint-Tropez. Et ma foi, ils y réussissent pas mal. Quant à nos gendarmes, eh ben, ils sont toujours à Saint-Tropez. On les aime bien aujourd'hui. On adore ceux de l'époque de Galabru et Louis de Funès. Leur gendarmerie est toujours là, mais en revanche, la caserne elle-même de gendarmerie est une nouvelle caserne située un peu en périphérie de la zone agglomérée. A priori, la gendarmerie n'a pas vocation à intervenir sur un tournage d'un film. Ça se fait naturellement. La gendarmerie, je le rappelle, c'est la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et pas la sécurité sur un tournage particulier qui un petit peu la dévierait de sa mission principale. Cependant, on sait bien que lors d'un tournage d'un film, soit à Saint-Tropez ou ailleurs, mais notamment à Saint-Tropez, avec un certain nombre de vedettes particulièrement connues, va attirer du monde autour de ce tournage, et il peut y avoir à un moment ou à un autre des troubles à l'ordre public. Donc la gendarmerie met en œuvre un dispositif de manière à répondre et à rétablir l'ordre public sur la voie publique. Si l'opération doit durer un certain temps, à ce moment-là, il va y avoir la signature d'une convention entre la gendarmerie et la société de production ou la société organisatrice de la manifestation, et l'ensemble des gendarmes qui vont intervenir lors de cette épreuve ou de ce tournage seront placés sous convention, et la production prendra à sa charge l'ensemble des frais qui ont été mis en œuvre par la gendarmerie, que ce soit des frais de personnel, que ce soit des frais de matériel, d'essence, des choses aussi basiques que cela. Donc le coût pour la société revient à zéro naturellement, puisque l'ensemble des frais mis en œuvre par l'État, gendarmerie, si je puis m'exprimer comme ça, seront pris en charge par la société organisatrice. Alors, ça a été vite fait, on n'a pas perdu la main, hein? J'ai engueulé un ministre, mon adjudant. Ça, vous vivez dangereusement, hein? Je ressuscite. Au-delà des gendarmes, la nouvelle vague s'empare de Saint-Tropez, et nombre de réalisateurs tournent dans cette magnifique région. On peut ainsi citer des films comme La collectionneuse d'Éric Rohmer, un des films phares de la nouvelle vague. Le Viager de Pierre Tchernia, avec le regretté Michel Serrault aux côtés de Michel Galabru.
José Giovanni viendra tourner à Saint-Tropez la Scoumoune, avec la star numéro 1 française, Jean-Paul Belmondo. Sur ces mêmes plages, le grand photographe David Hamilton tournera Bilitis, avec un jeune débutant, Bernard Giraudot. La cage aux folles d'Édouard Molinaro, où Michel Serrault va reprendre son rôle de Zaza Napoli, tiré de la pièce du même nom qu'il avait créée avec succès sur les planches. À l'orée des années 70, le réalisateur Max Pécasse, qui possède une villa à Saint-Tropez, décide de venir tourner toute une série de comédies pour adolescents. Cela donnera On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, ou encore Deux enfoirés à Saint-Tropez, pour ne citer que les plus emblématiques. L'année des Méduses de Christopher Frank, le choc érotico-dramatique Giraudot-Caprisky. Et il aura lieu sur les plages de Pamplonne. Et bien sûr, La vieille qui marchait dans la mer que nous présente son réalisateur. La vieille qui marchait dans la mer, c'est un film que nous avons adapté d'un livre de Frédéric Dard. Et dans le livre de Frédéric Dard, cette femme qui était une escroc et qui était jouée dans le film par Jeanne Moreau, parcourait le monde. Le film commençait à la Guadeloupe, et puis, enfin le livre commençait à la Guadeloupe, puis se passait en Espagne, parce qu'elle avait une propriété en Espagne, et puis se terminait à Paris et ensuite à New York. Alors, en fait, le producteur qui s'appelle Gérard Jourduy ne sentait pas du tout cette histoire espagnole depuis le début, et quand on a écrit le scénario, on avait déjà pris la décision de ne pas tourner l'Espagne en Espagne, mais d'écrire quelque chose qui soit sur la Côte d'Azur. Donc, nous voilà partis pour chercher une villa sur la Côte d'Azur. Alors, le cahier des charges de cette villa, c'était il faut que ça soit beau, il faut que ça soit très moderne à l'intérieur, où on puisse meubler d'une manière qui montre le vrai luxe, c'est-à-dire le vrai luxe, c'est les meubles de prix, c'est les meubles, c'est pas les antiquités, quoi, c'est les meubles de signature moderne. Et puis, il fallait une piscine, parce qu'il y avait des scènes dans une piscine, et il fallait voir la mer, parce que c'était quand même la vieille qui marchait dans la mer. Alors, évidemment, sur la Côte d'Azur, vous me direz, y a-t-il des maisons comme ça sur la Côte d'Azur? Et la réponse est oui. Et donc, quand on a commencé, par l'intermédiaire d'agences immobilières sur la Côte d'Azur, à voir à Menton, à Monte-Carlo, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, des villas, notamment celle dans laquelle Hitchcock a tourné La main au collet, où je pouvais tourner, le prix qui était demandé pour y tourner était égal à... Enfin, on ne pouvait pas payer ça, quoi, sur un film français normal. Et puis on devait tourner d'autres scènes sur la Côte d'Azur, des scènes de plage, des scènes où elle marche dans la mer. Et on devait tourner dans une espèce de hangar qui faisait une espèce de bar qui était au début du film. Et donc, on prend la voiture et on me dit il faut aller dans cette maison chercher les clés pour aller voir le local. Et là, il y a une maison où il n'y avait pas de piscine, qui était meublée vieillot, les murs étaient tristouilles, elle était même un peu dégradée à l'intérieur. Elle avait une vue sublime. Et il s'est passé quelque chose qui se passe souvent quand on repère, quoi. J'ai dit, c'est là que je vais tourner. C'est-à-dire qu'on était venu chercher des clés, et j'ai dit, on va la ranger, cette maison. En plus, elle n'était pas trop chère à louer. On a repeint, pas toute la maison, pour ne pas exagérer, mais l'intérieur, on a repeint pour que ça ressemble aux couleurs jaune et bleu pâle qu'on voulait, les couleurs un peu Matisse qu'on voulait pour le film, qu'on avait combiné avec les costumes. On a fait un trou dans le jardin où on a mis une fausse piscine, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à tourner le film à Saint-Tropez. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir depuis 1995, donc ça fait maintenant 12 ans, la société Marathon Productions, qui tourne cette série qui s'appelle Sous le soleil et qui est vendue à l'étranger sous la marque Saint-Tropez, qui connaît un succès mondial incontesté et qui fait passer dans le monde entier ces images
de ce Saint-Tropez, de ses sites, de sa nature, de son architecture, et puis de son mode de vie un peu spécial, mode de vie d'un village de Provence, au bord de la Méditerranée. J'avais déjà travaillé avec Marathon Productions sur Extrême Limite. On a tourné dans le Var, à Aguet, qui est pas très loin de Saint-Tropez, Capesterel, le site. Et donc, ils ont écrit ce rôle pour moi directement dans la série de Saint-Tropez. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout Saint-Tropez. J'avais été une fois en touriste pour manger une glace, mais je ne connaissais pas du tout Saint-Tropez en tant que vacancier, fête, soirée, amis, rien. Avant d'y arriver pour tourner là-bas, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai vraiment découvert à travers la série. Et je veux me rappeler de Saint-Tropez en tant que village et non pas en tant qu'endroit de vacances. Moi, je connais des Tropéziens, je connais des cafés, des bars, des petits ports de pêcheurs, des endroits qui ne sont pas m'as-tu vu. Et ce côté-là de Saint-Tropez, j'adore. Et quand on est hors saison, on peut découvrir ce Saint-Tropez. Ça ne m'intéresse même pas de venir juillet-août. La ville, ils voulaient que je voyage avec eux pour représenter Saint-Tropez à l'étranger. Mais ils m'ont même invité une fois de venir en Allemagne pour parler de Saint-Tropez hors saison. Justement, parce que beaucoup de gens, ils veulent venir toujours au même moment. Et c'est pas là où Saint-Tropez est la plus belle. Donc, j'avais fait ça une fois, c'était assez sympathique et voilà. Turn me off and down, you've given me a sweet disease. When I'm in love, I will see through your eyes. When I'm in love, I will breathe the same air. I'm in love, just to hold you at night. Moi, tous ces souvenirs m'avaient mis de la couleur, de la lumière, de la musique dans ma jeunesse. Et plus tard, conseiller municipal et adjoint au maire, je me suis trouvé dans une réunion importante il y a une douzaine d'années où des gens venaient demander s'il y avait possibilité de tourner une série à Saint-Tropez, la fameuse Sous le soleil. Et j'étais un partenaire efficace pour dire tous mes souvenirs et de quel intérêt pouvait tirer Saint-Tropez d'une série que je ne connaissais pas encore, que je doutais peut-être de ce qu'elle allait durer déjà. Mais pour rappeler un peu à la jeunesse de maintenant le bonheur qu'on avait eu, nous, à voir tourner des films. Saint-Tropez s'adapte, Saint-Tropez ne change pas et nous ne voulons pas que Saint-Tropez change. Et voilà que le monde du cinéma vient attiré, semble-t-il, quand même, par ces caractères-là, cette authenticité, finalement, qui passe bien au-delà du Saint-Tropez de juillet-août, des grandes fêtes, avec les vrais et les faux milliardaires, les vrais et les fausses starlettes. On regrette un peu cette ambiance, je dirais, des années 60, 70, 80, début 90 encore, où on avait le plaisir de voir nos amis stars, mais stars réelles, pas people, vraiment des stars, des Barclay, des Jack Nicholson, des Brigitte Bardot, des gens comme ça qui descendaient en ville, qui jouaient aux boules avec nous ou entre eux. On les regardait, on les embêtait pas. Il y avait une convivialité, il y avait une liberté, surtout je crois un grand esprit de liberté, quelque chose qui malheureusement aujourd'hui c'est perdu. Et on se perd un peu trop, d'ailleurs, dans des histoires de showbiz qui ne sont pas vraiment d'histoires de showbiz, mais plutôt d'histoires de people. Et le Tropézien et les amoureux de Saint-Tropez sont nostalgiques quand même de cette époque. Bon enfant, je dirais. Quand nous sommes sortis de la période 14 juillet 31 août, eh bien nous revenons à nos vraies valeurs, la valeur de l'image, du cinéma, de la mer, de la culture, de la peinture, et c'est comme ça que, durant cet été, nous allons avoir un très bel été culturel avec toutes sortes d'événements de grande importance. Voilà, et voilà pourquoi nous faisons en sorte, avec notre service communication, information mairie, d'être ici à l'accueil, attentifs aux demandes qui nous sont faites et réceptifs de la meilleure façon possible.
Bien plus qu'une fille pour l'été, bien plus que la femme infidèle. Les innocents aux mains sales, dans des liaisons dangereuses, ont passé l'année des méduses, près de chez la collectionneuse. Attention, attention, il y a les gendarmes en balade à New York et à Saint-Tropez. Colonel, gendarmette et extraterrestre. Et quand ils se marient, c'est pas pour rigoler. Attention, attention, il y a les gendarmes en balade à New York et à Saint-Tropez. Colonel, gendarmette et extraterrestre. Et quand ils se marient, c'est pas pour rigoler. Oh yeah, c'est pas pour rigoler. Dans un moment d'égarement, les biches autour de la piscine ont revisité Billy Tease, cœur battant la chamade en prime. Son viager était hors de prix. La vieille qui marchait dans la mer a reçu le coup du parapluie d'un grand dadé, un spousse très fier. Très fier. Attention, attention, il y a les gendarmes en balade à New York et à Saint-Tropez. Colonel, gendarmette et extraterrestre. Et quand ils se marient, c'est pas pour rigoler. Attention, attention, il y a les gendarmes